Quelles sont les étapes pour passer de débutant à pianiste confirmé? Que devez-vous faire pour maîtriser votre instrument? Par où devez-vous passer pour y arriver? C'est le programme d'aujourd'hui. On se retrouve après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfousdupiano.fr et voici les différentes étapes pour passer de débutant à expert au piano. On commence tout de suite. Première étape, apprenez à déchiffrer les notes sur une portée de manière efficace. Vous le savez, même si on joue en accord, je pense qu'il faut un minimum de solfège. En fait, sur d'autres chaînes qui prétendent apprendre à jouer sans solfège, ils disent qu'on peut apprendre à jouer en accord. Ok, soit. Et en fait, la première chose qu'ils vous montrent, c'est un accord comme celui-ci, où on voit les notes de l'accord sur une portée. Et on vous dit, les 3 notes de l'accord de Do sont Do, Mi et Sol. Bon, alors ça, si c'est pas du solfège, il faut qu'on m'explique ce que c'est, parce que franchement, là, je vois pas. Lire les notes écrites sur une portée, je pense que c'est la définition même du solfège. Bon. Sur d'autres chaînes également, on voit parfois des petits numéros écrits sur les touches. Vous en avez certainement déjà vu. Alors ça, c'est le summum de la bêtise à mon avis, parce que quitte à apprendre un code pour nommer les notes, c'est-à-dire la note 1, la note 2, la note 3, etc., pourquoi ne pas leur donner leur vrai nom tout de suite? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. 7 noms. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est tout. Franchement, vous devriez vous en sortir. Bon, passons là-dessus. Ça fait des siècles que ce système existe, qu'il a été perfectionné, et s'il y avait un meilleur moyen d'écrire la musique, ça se saurait. C'est exactement comme la lecture en CP. Vous avez appris des lettres, puis des mots, puis vous avez construit des phrases, et enfin des textes. En musique, vous avez les notes, les mélodies, et les morceaux de musique. Je vous conseille donc d'apprendre un minimum de solfège, mais rassurez-vous, il vous faudra pas forcément 10 ans pour apprendre à jouer du piano. Je vous conseille d'apprendre au moins les notes de la clé de sol pour commencer. La clé de fa est évidemment très utile au piano, mais si vous voulez jouer avec les accords, ce n'est pas une urgence absolue. Attention, je n'ai surtout pas dit que la clé de fa était inutile, loin de là. Juste que la clé de sol est plus urgente si vous voulez jouer en accord. Je vous fais rapidement un petit rappel des bases du solfège. Si vous êtes déjà familier avec ça, je vous encourage à passer au chapitre suivant. Donc pour apprendre ces quelques notes, il faut le faire efficacement pour ne pas perdre votre temps. Pour commencer, rappelez-vous la suite de notes que vous connaissez. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Je vous conseille de passer par l'écriture. Votre cerveau imprimera mieux les informations si vous avez un support visuel et si cela vient de vous. Prenez donc une feuille de papier musique. Si vous n'en avez pas, vous dessinez 5 lignes. Vous avez donc 5 lignes, 1, 2, 3, 4, 5 et 4 interlignes, 1, 2, 3, 4. Les interlignes, c'est ce qu'il y a entre les lignes. Vous dessinez une note sur la deuxième ligne. Cette note n'a pour l'instant pas de nom. Elle peut être n'importe laquelle. Ça peut être un Do, un Ré, un Mi, un Fa, un Sol, un La ou même un Si. Pour la définir, il vous faut mettre une clé. Dessinez votre clé de Sol. On commence à dessiner la clé de Sol à partir de la deuxième ligne. Comme c'est une clé de Sol, cela signifie que toutes les notes situées sur cette deuxième ligne, seront des Sols. On en déduira ainsi toutes les autres notes à partir de celle-ci. Donc, au-dessus du Sol, ça va être Sol, La, Si, Do, Ré, etc. Et en dessous, on fait Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Maintenant, si on dessine une clé de Fa sur la quatrième ligne, toutes les notes sur la quatrième ligne seront des Fa. Vous voyez qu'en fait, le principe des clés nous donne des repères. Notre note de tout à l'heure n'est alors plus un Sol, mais un Si. La clé est une référence. Il en existe 7. Pour chacune des clés, notre note portera un nom différent. Concentrons-nous maintenant sur la clé de Sol. Redessinons-en une. Je vais vous montrer maintenant une méthode pour apprendre à lire vos notes. Dessinez une des notes sur la portée. Prenez celle que vous voulez. Commençons par exemple par le Do. Puis, vous allez lire les notes juste à côté du Do. On parle de notes conjointes. Ce sont des notes qui se touchent. Donc juste au-dessus, vous aurez Do, Ré, Do. Et juste en dessous, vous aurez Do, Si, Do. Tentez l'opération en partant des autres notes. Par exemple, Sol. Donc Sol, si je vais au-dessus, Sol, La, Sol. Si je vais en dessous, Sol, Fa, Sol. Partez de toutes les notes et tentez de les mémoriser en les dessinant. Une fois que vous aurez maîtrisé la lecture de notes conjointes, passez à des écarts plus grands. On appelle cela des notes disjointes, peu importe. Donc par exemple, Do, Mi, Do. Et en dessous, Do, La, Do. Répétez l'opération sur plusieurs notes, encore une fois. Puis ajoutez encore plus d'écarts. Do, Fa, Do.
do, sol, do, etc., etc. Alors, j'arrête de les écrire car je veux que la démarche vienne de vous. Ce sera bien plus efficace, je vous assure. Donc, vous prenez votre papier et vous faites ça et vous verbalisez surtout, c'est très important, vous verbalisez les notes que vous dessinez. Vous pouvez donc, grâce à cette astuce, apprendre vos notes de façon totalement autonome et de manière efficace. Elle est valable pour toutes les clés. Au début, vous trouverez le nom des notes par rapport aux autres, c'est-à-dire celle juste en dessous et celle juste au-dessus, mais petit à petit, vous les lirez directement en utilisant des écarts plus grands. Ces écarts entre les notes s'appellent des intervalles. Pour plus d'informations sur les intervalles, vous trouverez une vidéo ici. Mais surtout, évitez d'écrire le nom des notes sur votre partition. C'est une très mauvaise habitude qui ne vous apportera absolument rien. Alors, étant complètement débutant, vous pouvez le faire sur vos 1 ou 2 premiers morceaux. Vous pouvez marquer une note s'il y en a une qui vous gêne. Par exemple, vous savez, les notes qui dépassent les portées. Si c'est compliqué pour vous à les lire, vous pouvez marquer son nom. Mais n'écrivez pas le nom de toutes les notes sur les portées parce qu'à force, vous allez en devenir dépendant. Deuxième étape, placez les notes sur votre clavier. Sans réfléchir, de manière totalement automatique, vous devez savoir me dire où se situent toutes les notes de votre clavier, que ce soit pour du jeu classique ou du jeu en accord. Si je vous dis que l'accord de sol, c'est sol, si, ré, si vous savez pas où se place le sol, le si et le ré, c'est fichu. Alors, je vous assure que ce n'est pas sorcier. Encore une fois, il n'y en a que 7. Passez un peu de temps là-dessus, vous le regagnerez plus tard. Si vous voulez apprendre quelque chose, il faut qu'on parle le même langage, c'est aussi simple que ça. Pour le jeu en accord, concentrez-vous d'abord sur la clé de sol, comme on l'a déjà dit. Les repères sont les touches noires. Elles vont par 2, puis par 3. Et cette séquence est la même sur tout le clavier. Sauf pour la première touche noire du piano, oui, il faut bien commencer ou s'arrêter quelque part. Alors, premier exercice, essayez de retrouver tous les dos du clavier. Donc, on a à chaque fois 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires, etc., etc. Eh bien, retrouvez tous les dos du clavier directement. Ensuite, une fois que vous avez fait le do, vous pouvez faire exactement la même chose pour les autres notes, sans partir de la première. Par exemple, si vous voulez savoir où est le fa, vous ne faites pas do, ré, mi, fa. Le fa, faut le repérer directement. Le fa, il est juste avant les 3 touches noires. D'accord? Donc, on ne fait pas do, ré, mi, fa, on essaye de le retrouver directement. Et tous les fa du clavier. Donc, essayez vraiment de mémoriser ces 7 notes et sur tout le clavier, d'essayer de les retrouver. Vous pouvez aussi travailler comme pour le solfège en utilisant des notes conjointes, c'est-à-dire qui se touchent. Donc, pour vous entraîner, en utilisant les intervalles do, do, ré, do, et juste en dessous, do, si, do. Vous pouvez faire ça à partir de n'importe quelle note. Sol, par exemple. Sol, la, sol, sol, fa, sol. On apprend à les repérer. Vous visualisez bien où elles se trouvent. Mi, fa, mi, ré, mi. D'accord? Et ensuite, vous augmentez l'intervalle. Do, mi, do, do, la, do, par exemple. Donc ça, ce sont des petites astuces. Mais surtout, repérez-vous par rapport aux touches noires, les séries de 2 et les séries de 3. D'accord? Le la, faut pas commencer à faire do, si, la. On sait que on a les 3 touches noires, c'est entre les deux, ce groupe de 2 ici. D'accord? Faut vraiment le visualiser. Je sais qu'il existe des systèmes d'autocollants qui indiquent non pas des numéros comme on en a parlé tout à l'heure, mais le nom des notes sur le clavier. Alors honnêtement, je n'ai rien contre. Par contre, il ne faut pas que vous en soyez dépendant. Donc apprenez petit à petit à vous en passer, sinon après vous aurez toujours besoin de l'avoir et ça serait un petit peu dommage. Donc au début, pourquoi pas, parce que c'est un peu plus intelligent d'avoir ces petits autocollants ou ces dépliants là qu'on met sur le piano avec le nom des notes, plutôt que des numéros qui ne veulent rien dire. Placer les notes est absolument vital au piano. Vous devez vous repérer sur votre clavier, ça doit devenir un automatisme, un réflexe. Venez pas dire, je vous l'ai pas dit. Troisième étape, connaître les doigtés au piano. Quels sont les doigtés au piano, les numéros de chaque doigt? Pour écrire les doigtés au piano, on utilise des numéros de 1 à 5 pour chaque main. Sur une partition, par exemple celle-ci, vous voyez des numéros sur les notes, ils indiquent les doigtés. Il est extrêmement important de suivre ces doigtés. Ils vous permettent de placer vos doigts correctement.
Quand ils sont bien conçus, ils anticipent les passages difficiles afin d'éviter les positions biscornues. Parfois, ils paraissent embêtants au premier abord. On pourrait croire qu'ils n'arrangent strictement rien et ne sont pas pratiques, mais c'est tout simplement parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de ces doigtés et ils vous aideront à progresser techniquement. Ou alors à avoir plus d'aisance au clavier et ensuite à gagner en vitesse. Alors pour les doigtés, c'est pas très compliqué. Pouce numéro 1, index numéro 2, majeur numéro 3, annulaire numéro 4 et auriculaire 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et la main ici ayant une symétrie, on a une symétrie axiale. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Vous devez les lire et les appliquer de façon automatique. Si par exemple sur une partition vous voyez doigt numéro 4, bon ben c'est le 4, il ne faut pas réfléchir et compter jusqu'à 4. Hein, on les apprend. Quatrième étape, lire les rythmes et les mesures les plus courantes. Je vais vous parler maintenant des rythmes les plus courants à maîtriser absolument. L'unité rythmique et le temps. Tous les rythmes sont écrits par rapport à cette unité. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien tout simplement que lorsque vous comptez tout haut, 1, 2, 3, 4, eh bien vous comptez en fait 4 temps. Si vous voulez, le nombre de temps d'une note indique sa durée. Une note qui dure 2 temps, eh bien durera 2 fois plus longtemps qu'une note qui dure 1 temps. On donne ainsi des valeurs par rapport au temps. Voici les plus simples et les plus courantes. La noire durera 1 temps, la blanche 2 temps, la ronde 4 temps, la croche 1 demi-temps. Nous parlons ici des rythmes appliqués aux notes, mais vous devez savoir qu'il existe une correspondance avec les silences. Et oui, les silences font partie intégrante de la musique. Ils indiquent la durée pendant laquelle il ne faut pas jouer. Voici donc les plus courants. Le soupir, c'est comme une noire 1 temps. La demi-pause, c'est comme une blanche 2 temps. La pause, c'est comme une ronde 4 temps. Le demi-soupir, c'est comme une croche 1 demi-temps. Maintenant, il faut organiser toutes ces durées dans un morceau de musique. Si nous les écrivions sur une partition sans autre précision, cela deviendrait extrêmement difficile de s'y retrouver. Donc, pour que tout soit plus lisible, on utilise des mesures. Les mesures sont symbolisées par des barres verticales sur la portée de la partition. Entre chacune de ces barres, vous aurez toujours le même nombre de temps. Et ce nombre est indiqué par la fraction écrite au début de la première ligne de la partition. Cette indication vous donne donc le nombre de temps par mesure. Voyons maintenant comment lire cette fraction qu'on trouve donc en début de partition. Le dénominateur, c'est-à-dire le chiffre du bas, indique la valeur par rapport au temps. Alors pas de panique, retenez juste que 4, ça fait 1 temps, c'est-à-dire la durée d'une noire ou d'un soupir. Donc quand vous voyez un 4 au dénominateur, ça veut dire 1 temps. Le 8 veut dire 1 demi-temps, c'est-à-dire la durée d'une croche ou d'un demi-soupir. Donc il y a juste 2 valeurs à retenir pour l'instant. On peut en utiliser d'autres, bien entendu, mais déjà avec le 4 et le 8, vous allez franchement très loin. Le numérateur, donc c'est-à-dire le chiffre au-dessus, indique combien vous en avez par mesure. Voici des exemples concrets, vous allez comprendre. Alors c'est parti, voyons les mesures les plus courantes. 2, 4, 2 noirs. À chaque fois, entre 2 barres de mesure, vous aurez l'équivalent de 2 noirs, 2 temps. 3, 4, eh bien cela signifie 3 noirs. Entre chaque barre de mesure, vous aurez 3 noirs, ou l'équivalent de 3 noirs. C'est une mesure qu'on utilise pour la valse, par exemple. 4-4, alors là, c'est très courant. Hein. Actuellement, c'est la majorité des productions. 4-4, eh bien, cela signifie 4 noirs. Entre chaque mesure, vous aurez 4 temps, l'équivalent de 4 noirs. On va passer au 8, le dénominateur en 8, qui signifie donc croche. 6-8, eh bien, le 8 signifie un demi-temps. Donc, si vous voulez, le 6 au-dessus signifie qu'il y a 6 croches par mesure. Donc, 6 demi-temps. D'accord? 6 croches. 9-8, eh bien, 9 croches, vous l'aurez compris. Et 12-8, l'équivalent de 12 croches. Il y a bien sûr d'autres mesures et d'autres rythmes, mais vous avez ici les plus courantes et largement de quoi faire. 5e étape, bien se tenir au piano. J'aurais pu mettre cette étape bien avant, car votre tenue est fondamentale, mais je voulais vous montrer que le piano se joue d'abord dans la tête avant les doigts. Donc réfléchissez toujours avant de jouer. Alors comment bien se tenir au piano ? Au piano, vous devez être extrêmement vigilant sur votre posture. Vous devez être bien droit devant votre piano, en face du dos central. La hauteur de votre siège doit être correcte pour que vos pieds touchent bien le sol et les pédales et que vos poignets ne soient cassés ni comme ça,
ni comme ça. Avoir une bonne posture est vraiment très important. Cela vous évitera des maux de dos, de la fatigue musculaire et même des problèmes de technique de jeu. Mais en plus de cela, il faudra bien positionner vos doigts. Donc pour positionner vos doigts, donc le pouce va s'adapter un petit peu en fonction des notes que vous allez jouer, mais bon, en général, il est légèrement fléchi. 2, 3, 4 en petit marteau et le 5 le plus droit possible. On a bien les petits marteaux. Alors les défauts qu'on voit souvent, c'est notamment au niveau du 4e doigt d'avoir cette forme-ci, au lieu d'avoir le petit marteau, d'avoir le doigt complètement écrasé. Alors bien sûr, ça se voit également de temps en temps sur les doigts 2 et 3, mais ça se voit encore plus sur le 4e. Donc je vous demande d'être vigilant, et surtout pour ces 3 doigts-là, de bien faire des petits marteaux. D'accord? Et le 5 doit attaquer avec cette articulation ici, pas ici comme ça. D'accord? Vraiment des petits marteaux. Autre chose par rapport aux doigts que l'on voit malheureusement bien trop souvent, quand vous êtes en phase d'apprentissage, ne laissez pas vos doigts toucher le clavier lorsqu'ils ne jouent pas. D'accord? Et on voit des fois, les gens ne jouent pas et puis les doigts restent là. Vous devez apprendre à articuler. Ce sont en général les premiers défauts que l'on voit chez un élève qui a appris le piano tout seul, ou même pire quand il a été mal conseillé, et je vous assure que j'en ai vu. Il faut donc faire super attention, ces notions sont indispensables et à surveiller constamment. Dernier point très important sur votre tenue, vos coudes. Ils ne doivent pas s'écarter, que je l'ai déjà dit, mais on ne fait pas la danse des canards. Tout se passe au niveau des poignets et des doigts, mais jamais au niveau des coudes. 6e étape, bien articulée. J'en ai un petit peu parlé dans l'étape précédente. Surveillez votre articulation. Ce point fera vraiment la différence. C'est la façon de délier vos doigts. Les articulations les plus difficiles sont celles qui mettent en action les doigts 3, 4 et 5. Si vos doigts, vous les mettez vous les bougez très légèrement, cela n'ira pas, il va falloir articuler. Même pour les morceaux doux, vous pouvez le travailler en articulant au maximum. Cela vous apportera de la technique et une maîtrise du clavier que vous n'aurez jamais en laissant les notes collées. D'accord? Alors, quand on joue des morceaux doux, c'est vrai qu'il peut arriver par moment de coller un petit peu plus au clavier, bien sûr. Mais quand vous le travaillez, vous devez également articuler. Cela vous apportera l'agilité et aussi une certaine musculature et surtout une maîtrise du clavier. Ça, c'est vraiment important et c'est vraiment ce qui demande beaucoup de travail. Au début, vous sentirez certainement des douleurs, donc allez-y mollo, franchement, mais sachez que seul un travail constant et régulier vous donnera la bonne technique. C'est une des premières choses que l'on ressent quand on n'a pas joué depuis longtemps, des faiblesses au niveau de ces 3 doigts. Je parle de ce problème dans cette vidéo. Lorsque vous travaillerez vos morceaux de piano, jouez très lentement, en articulant au maximum, je l'ai déjà dit, même dans d'autres vidéos, en faisant attention à chaque note. Il faut toutes les entendre distinctement, sans faiblesse, au bon rythme, en comptant idéalement tout haut. Ce ne sera pas beau, ça sonnera très mécanique, mais vous ajouterez de l'expressivité une fois que votre technique sera maîtrisée. Je ne le dirai jamais assez, articulez, et vous pouvez me croire, là, il y a du boulot. 7. Comptez tout haut. Compter tout haut est une chose qui embête sacrément les élèves, mais lorsque vous travaillez, je vous conseille de compter les temps tout haut. Alors, quel intérêt? Premièrement, cela vous servira de repérage rythmique. À force, vous saurez exactement où vous en êtes rythmiquement dans le morceau. Vous saurez, par exemple, si vous êtes sur le 3e temps d'une mesure. C'est indispensable de savoir où vous en êtes. Deuxièmement, vous allez acquérir des automatismes et vous jouerez vraiment en rythme. Une croche aura la durée d'une croche et non pas d'autre chose. Troisièmement, cela vous servira à synchroniser vos 2 mains. Chaque temps vous servira de repère lorsque vous comptez tout haut. Ce sera nécessaire pour vous aider à placer vos 2 mains sur ces temps. Alors oui, vous perdrez un peu de temps au début, cela va peut-être même vous embêter sérieusement. Mais maintenant, vous savez que c'est vraiment utile, vous gagnerez en précision. Cela contribuera à faciliter par la suite le déchiffrage des nouveaux morceaux. Alors voyons maintenant comment compter efficacement en évitant les erreurs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, etc., etc. Commencez par une mesure à vide pour définir le tempo, c'est-à-dire la vitesse. Et vous y tenez, vous gardez cette même vitesse pendant tout le morceau. C'est ça l'intérêt. Parce qu'on en voit souvent, ils font 1, 2, 3, 4, puis après, hop, il s'est ralenti tout de suite. Non, le but, c'est de garder la vitesse qu'on donne au départ.
c'est la première erreur fréquente, la vitesse varie pendant le morceau. Et ça, il faut vraiment se faire force et rester régulier. Et malheureusement, la vitesse ralentit souvent à la moindre difficulté. Alors, comment y remédier? Eh bien, c'est là que le métronome peut intervenir. Vous avez maintenant des applications gratuites sur téléphone et tablette, donc ce n'est franchement pas un lourd investissement, c'est même gratuit. En plus, les claviers numériques possèdent souvent un métronome également. Autre solution, un peu plus agréable et plus sympathique, eh bien vous pouvez utiliser des accompagnements, des rythmes de batterie. Ce sera moins rébarbatif et beaucoup plus stimulant que votre métronome. Alors, le seul défaut, c'est que les accompagnements sont souvent directement à la vitesse réelle du morceau et non au ralenti pour le travail lent. Donc, commencez par travailler lentement, en comptant lentement, mais régulièrement. Vous accélérerez petit à petit. Au fur et à mesure que vous accélérerez, vous pourrez vous dispenser petit à petit de compter tout haut, mais en ayant vraiment conscience de votre pulsation. 8e étape, synchronisez vos deux mains au piano. Les débutants pensent souvent que c'est la plus grosse difficulté au piano, mais à mon avis, ce n'est pas le cas. C'est un cap à franchir au début, ça c'est clair, on est d'accord. Premier conseil, ne cherchez pas à assembler tout de suite. Beaucoup se précipitent avec leurs deux mains, et tout se casse la figure rapidement. Résultat, on n'y arrive pas, on s'énerve, on recommence 50 fois pour rien, et cela ne sert à rien. Jouez d'abord la main droite seule, lentement par petits passages, en comptant tout haut, puis la main gauche, idem, par tout petit passage, en comptant encore une fois tout haut. Ne commencez à assembler que lorsque vous maîtrisez les mains séparées. Et quand vous assemblez, pareil, par tout petit passage, en comptant tout haut. Cela fait 3 fois que je répète la même chose là, mais c'est vraiment pour que vous compreniez bien et surtout que vous l'appliquiez. Il n'y a pas 50 solutions. C'est comme ça que vous devez faire, même si vous n'en avez pas envie. Je sais que c'est long, je sais que c'est embêtant, mais ça marche. Et plus vous le ferez, plus cela deviendra facile par la suite. Vous regagnerez ce temps plus tard, c'est sûr, sûr, sûr. Si vous voulez aller plus loin dans la synchronisation des mains au piano, il y a toujours mon livre, alors je fais un petit peu d'auto-promo, voilà. Indépendance et synchronisation des mains au piano, je vous mets le lien en description. Ça fait pas de mal de se faire une petite auto-promo de temps en temps. Il y a dedans des exercices spécialement conçus et des méthodes à suivre. 9e étape. Comment augmenter votre vitesse d'interprétation au piano? Alors, vous avez bien déchiffré votre morceau, vos mains sont bien synchronisées, maintenant il va falloir progressivement atteindre la bonne vitesse d'interprétation. Vous devez absolument différencier les vitesses lorsque vous travaillez et celles lorsque vous interprétez. La vitesse d'interprétation finale est votre objectif à atteindre, bien sûr, mais j'insiste sur les mots progressivement et les vitesses. Ne foncez pas tête baissée dans un morceau rapide directement. Bon, je le sais bien, vous le ferez quand même, je vous connais. Mais vous risquez de vous casser la figure, je vous aurais prévenu. Mais il y a encore pire que ça. Eh oui, il y a toujours pire. En tant que débutant, si vous foncez, vous risquez de ne pas vous rendre compte de vos défauts techniques, comme par exemple des doigts qui lâchent ou un manque de régularité. Il faut une certaine habitude pour percevoir, pour entendre ces défauts, surtout lorsque vous vous jugez vous-même. Il est très difficile de jouer et de s'écouter en même temps. En fait, on s'entend, mais on ne s'écoute pas assez. Je vous donne une petite astuce, enregistrez-vous ou filmez-vous et écoutez votre performance. Je vous assure, et je suis passé par là, vous aurez de sacrées surprises. Alors maintenant, tout le monde peut le faire avec un smartphone ou une tablette. Comment allez-vous donc augmenter votre vitesse? Eh bien, bizarrement, vous allez commencer par un travail lent, très lent même, en comptant tout haut et en articulant exagérément. J'en ai déjà parlé et reparlé. Mais bon, la répétition fixe la notion, vous pourrez pas dire que je vous l'ai pas dit. Ensuite, vous allez augmenter votre vitesse légèrement. Soit tout va bien et vous pouvez augmenter encore un petit peu, soit vous avez encore des doigts qui flanchent avec des notes que l'on entend moins bien ou des rythmiques non respectées. Eh bien, apprenez à repérer ces doigts qui flanchent et retravailler le passage qui pose problème. Et quand c'est maîtrisé, eh bien, vous accélérez encore un petit peu. Mais attention, ce n'est pas parce que vous êtes à l'aise à grande vitesse qu'il faut oublier le travail lent. De temps en temps, repartez à des vitesses très lentes. Là encore, vous risquez d'avoir des surprises. Par moment, avec la vitesse, vous aurez peut-être la sensation d'un déséquilibre rythmique ou d'un manque de régularité. Alors, voici comment retomber sur vos pattes. Quand vous avez ce genre de problème, vous devez marquer les temps forts en les accentuant, c'est-à-dire en les tapant un petit peu plus fort. Ainsi, même si un doigt lâche pendant une longue série de double croches, par exemple, eh bien, vous finirez sur un temps fort
en parfaite synchronisation avec votre autre main. Ça passe, mais vous saurez quoi retravailler plus tard. Un dernier mot sur la vitesse. Souvent, on maîtrise mieux le début d'un morceau. Du coup, votre vitesse risque de ralentir pendant les passages les plus embêtants. Surveillez donc votre vitesse de façon globale dans tout le morceau. Ne pas ralentir, ne pas accélérer, sauf bien sûr si c'est voulu et bien sûr maîtriser. 10e étape, la différence entre jouer et interpréter votre musique. Grande information, vous n'êtes pas un robot. Vous devez apprendre à nuancer votre jeu et à lui donner de la vie et de l'émotion. Pour ce faire, il faut utiliser les nuances. Elles sont souvent indiquées sur les partitions, surtout en musique classique. Voici donc les 5 nuances de base à maîtriser. Alors, pour les nuances au piano, jouer piano, ça veut dire jouer avec douceur. Jouer forte, au contraire, ça veut dire jouer très fort. Jouer staccato, cela veut dire piquer les notes, c'est-à-dire rebondir sur les touches. Et le contraire, c'est jouer legato, jouer lié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption sonore entre les notes. Rallentendo, ça veut dire ralentir. Et ralentir, je vous dis tout de suite le piège, ralentir ne veut pas dire jouer avec plus de douceur. C'est juste une question de vitesse. Vous pouvez très bien ralentir et jouer de plus en plus fort. C'est très utile, surtout en fin de morceau par exemple. Avec ces 5 nuances, vous avez déjà largement de quoi vous exprimer. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Alors là, j'ai un projecteur qui vient de me lâcher, donc j'en ai mis un autre, donc il y a peut-être des différences de couleur et de luminosité, ce sont des choses qui arrivent, je vais devoir sortir la trousse d'électricien pour réparer ma mandarine, je vais certainement devoir commander des pièces, enfin bon, c'est pas grave. Allez, on continue avec le nouveau projecteur, c'est parti. Volontairement, je n'ai pas mis l'accélération car c'est souvent plus un défaut qu'une qualité, cela peut arriver dans un morceau, mais cela nécessite une certaine maîtrise pour ne pas s'emballer. Donc apprenez d'abord à être régulier avant d'accélérer. 11e étape, vous rattrapez lorsque vous vous êtes trompé. Voilà une notion extrêmement importante qui fera la différence. Nombre d'élèves, lorsqu'ils se trompent, reprennent tout au début du morceau. En examen à l'école de musique, en face d'un jury, bon, c'est assez fatal, hein. Merci, on se revoit l'année prochaine. Qu'est-ce que cela montre quand on reprend au début ? Eh bien, à ce moment-là, vous ne faites plus de musique. Votre interprétation, l'expression et la sensibilité que vous avez mises jusqu'à présent, eh bien, sont réduites à néant. Le flux est coupé. Cela montre aussi que vous ne maîtrisez pas votre morceau et que vous êtes incapable de le reprendre de n'importe quel endroit. Alors, quelles sont les solutions ? 1. Faites comme j'ai expliqué précédemment dans cette vidéo en travaillant par petits passages et non d'une seule traite à la fois. 2. Lorsque vous travaillez, apprenez à démarrer de n'importe quel endroit. Et si vous jouez en groupe, eh bien, vous n'aurez de toute façon pas le choix. Vous apprendrez encore plus rapidement à gérer vos erreurs et à vous rattraper. Le train est en marche et il ne va pas vous attendre. Si vous êtes seul, n'hésitez pas à mettre des accompagnements et des playbacks pour jouer par-dessus. C'est un excellent exercice, surtout si vous travaillez à vous rattraper. Bien sûr, n'arrêtez jamais la musique et faites le maximum pour retomber sur vos pattes. En musique classique, eh bien, suivez bien mes conseils et sachez redémarrer de n'importe où. Entraînez-vous. Commencez à jouer de n'importe quel endroit. Si vous jouez en accord, petite astuce pour vous repérer, la note de basse vous donne très souvent le nom de l'accord sur lequel vous êtes. C'est bien pratique pour vous y retrouver. Se rattraper est un réel apprentissage qui demande une maîtrise totale de votre morceau et l'écoute active des autres si vous êtes à plusieurs. Cela dépend au départ de votre travail. Au fur et à mesure, cela développera votre instinct. Petit à petit, vous saurez vous y retrouver et vous apprendrez à retomber sur vos pieds en vous écoutant et en écoutant les autres. Si vous connaissez un minimum de théorie des accords, eh bien vous pourrez plus facilement encore vous dégager d'un mauvais pas. Quand vous apprenez un nouveau morceau, je vous conseille de l'analyser. Posez-vous les questions suivantes. Quelle est la tonalité du morceau ? Sur quel accord êtes-vous ? Sur quel degré ? Alors, pourquoi faire ce travail d'analyse ? Eh bien, imaginons que vous jouiez un morceau et que vous soyez perdu. Vous vous êtes posé les questions précédentes et vous savez sur quel accord vous devez aboutir. Eh bien, dans ce cas, un petit enchaînement d'accords à votre sauce peut vous sauver, puisque vous savez où vous devez aller. Mieux encore, si vous savez sur quel accord vous êtes, mais que vous oubliez un petit peu la mélodie,
eh bien vous pouvez toujours jouer des notes de cet accord. Vous ne jouerez pas exactement ce qui est écrit, mais au moins cela sonnera juste. Cela permet de gérer une situation d'urgence. Beaucoup n'y verront que du feu. Comme tout le monde, il m'arrive d'avoir une inattention, un doigt qui flanche, mais je sais où je dois arriver. Et il me reste à combler les trous. Finalement, c'est un petit peu le principe de l'improvisation. Vous avez une grille et vous jouez dessus. Par contre, je vous le dis tout de suite, cela ne passera pas en musique classique devant un jury qualifié. Ceci dit, cela vaut mieux de faire ça que de s'arrêter et de reprendre au début. Sur une scène rock, bon, aucun problème. N'hésitez pas à développer cette astuce. Pourquoi pas même vous entraîner à faire exprès de vous tromper pour voir comment vous allez vous en sortir. D'ailleurs, si vous aimez l'improvisation, il est très courant de se rattraper de cette façon et vous apprendrez à réagir de plus en plus vite. 12e étape, apprendre à jouer par cœur. Je trouve qu'il est très important d'apprendre à jouer par cœur et ce pour plusieurs raisons. Votre interprétation sera plus nuancée, plus sensible, vous ne lisez plus, vous interprétez. Vos yeux vous serviront à autre chose qu'à lire votre partition. Vous regarderez un petit peu plus vos doigts peut-être, mais pourquoi pas aussi les réactions de votre public. À force, vous aurez plus d'assurance et cela se sentira dans votre jeu. Cela montrera aussi que vous avez vraiment travaillé votre morceau, vous êtes crédible, sans filet, les gens vous prêteront plus d'attention. Cela vous semble peut-être insurmontable de jouer par cœur, mais si vous avez bien travaillé votre morceau, je vous assure que cela devrait se faire assez naturellement. Cela ne se fait donc pas au départ, mais après s'être déjà approprié le morceau. Comment apprendre à jouer par cœur? Eh bien, vous cachez votre partition, et à chaque fois que vous commettez une erreur, vous essayez d'y remédier tout seul. Vous recherchez, vous utilisez votre oreille ou votre mémoire auditive, vous jouez quelque chose. Ne baissez pas les bras en étant défaitiste. Il faut savoir se mettre en échec pour justement apprendre à s'en défaire. En plus, je vous le garantis, vous retiendrez beaucoup plus facilement ce que vous aurez retrouvé par vous-même que ce que vous aurez lu. Je dirais même qu'en public, on se trompe plus souvent à des endroits que l'on croit maîtriser que sur ces passages finalement difficiles. Évidemment, si vous êtes vraiment bloqué, vous reprenez votre partition et vous retravaillez bien sûr ce passage. Pas tout le morceau, ce passage. Petit avertissement quand même sur le jeu par cœur. De temps en temps, rejouez avec votre partition car des erreurs se glissent parfois et il devient difficile de s'en débarrasser. Vous croyez connaître votre morceau, mais finalement, vous jouez autre chose. C'est comme des acteurs de théâtre qui expliquent qu'au bout de la 100e représentation, des certaines erreurs ou des oublis se glissent dans leur texte, alors qu'il était totalement maîtrisé. Et oui, amis musiciens, même quand on connaît un morceau jusqu'au bout des ongles, eh bien, il vous faudra l'entretenir encore et encore. 13e étape, l'étape ultime. Jouer les yeux fermés et oublier l'instrument. Vous avez bien travaillé, vous maîtrisez ce que vous jouez, eh bien vous pouvez donc aller plus loin. Essayez de jouer de temps en temps les yeux fermés. Cela peut vous paraître bizarre, mais ce n'est pas forcément insurmontable, surtout s'il n'y a pas beaucoup de déplacements. Pourquoi? Eh bien, à force, vous sentirez encore mieux votre musique, vous serez à l'écoute de votre jeu ou de l'ensemble si vous êtes à plusieurs. Nos amis guitaristes sont des spécialistes dans ce domaine quand ils se tapent les solos. Vivez votre musique. Toutes les astuces qui mènent à plus d'expression sont bonnes à prendre. Et ce n'est pas parce que vous fermez les yeux que vos touches auront changé de place, je vous assure. Demandez à Ray Charles ou à Stevie Wonder. Oh, ça c'est trop bête ça. Vous verrez aussi que vous maîtriserez encore mieux vos déplacements et avec le temps, vous maîtriserez tellement votre instrument que vous l'oublierez. Vous vous consacrez uniquement à l'expression. La musique passera directement de votre cerveau ou de votre cœur ou de vos tripes au son produit. Il n'y aura alors plus d'intermédiaire pour vous exprimer et dans ces moments-là, vous perdez même conscience de vos doigts et de votre instrument. Ce sont vraiment des moments d'extase musicale et je pense que c'est ici la maîtrise ultime du morceau que vous jouez et la maîtrise de votre clavier. Pour y arriver, habituez-vous à chanter dans votre tête ce que vous voulez jouer et écoutez directement le son émis. En pleine expression, on se retrouve dans une espèce de transe, en communion totale avec votre compagnon de jeu, votre public et vous-même. C'est votre objectif. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours mes cours gratuits. Toute la théorie et surtout la pratique, comment improviser et enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau.
Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!